Bonjour à tous, vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien. Donc voilà, vaste question. Si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous avez cette problématique des accès nomades qui est assez commune dans toutes les sociétés. C'est que d'un côté, vous avez vos utilisateurs qui vous posent plein de contraintes, qui veulent que ce soit simple. Il y a toute la réglementation et vous-même qui voulez que ça soit sécurisé. Et puis, il y a tout ce qui est contrainte métier. Donc, il faut réussir à faire matcher tout ça. Et ce que j'ai constaté, c'est que vous avez les plaquettes commerciales des différents éditeurs de solutions. Et vous avez du mal à pouvoir les comparer, voir les avantages et inconvénients de chacun. Je me présente rapidement. Donc, Romain Marcoux, je suis expert indépendant en cybersécurité. Je suis freelance, de formation, donc ingénieur télécom réseau. Donc je travaille depuis 2008 dans l'IT et spécialement dans la cybersécurité depuis 2012. J'ai une grosse expertise sur tout ce qui est pare-feu, Fortinet, Palo Alto, Stormshield, WatchGuard, Sophos, Stormshield et pfSense, mais aussi du WAF sur d'anti-spam, des antivirus EDR et tout ce qui est PAM, Bastion. Et je suis aussi pas mal advisor. Je fais du conseil RSSI à temps partagé pour des PME. Et ce qui match pas mal, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance, beaucoup de chance, de travailler avec plus de 300 clients dans ma vie, de la TPE au grand compte, en passant par les PME, les ETI, de la commune au ministère, en passant par toutes les collectivités territoriales, et aussi des CHU, des IS, etc. Ce qui fait que je connais bien le contexte, les contraintes de quasiment toutes les entreprises. Pour information, la présentation que je vous projette là, elle est déjà disponible sur mon site, si vous voulez la retrouver pour des bases. Voilà. Donc, on va lister un peu toutes les problématiques. Hop, je le remets. Toutes les problématiques que vous rencontrez sur vos accès nomades. Accès nomades, mais j'inclus aussi les accès extérieurs, typiquement les prestataires externes, surtout si on a peut-être des PMI ou des hôpitaux parmi nous. Là, les prestataires, on en a dans tous les sens. Dès que vous avez de l'OT et tout, c'est infernal. Donc les problématiques. Donc, on en a parlé, l'expérience utilisateur, il veut que ça soit simple. Les contraintes métiers, on veut que ça marche de partout, que ça soit rapide. Les contraintes de cybersécurité, il y en a plein. L'administration, c'est vous. Je veux que ça soit simple à administrer, je ne veux pas être dépendant de mon prestataire. Il y a les accès prestataires aussi, qui sont une autre problématique. Et je vois trop souvent de clients qui utilisent leur accès nomade pour leur prestataire, ce qui n'est pas du tout à faire. Et on va parler du sujet qui fâche, c'est vulnérabilité, parce que comme les accès nomades, c'est l'apport d'entrée sur votre SI sur l'extérieur, qu'est-ce qu'ils font les pirates, les black hats? Et bien, en fait, ils se concentrent sur la recherche de vulnérabilité sur ces accès VPN. Donc, on va détailler un peu tout ça. Donc, l'expérience utilisateur, il veut que le parcours de connexion et d'authentification il soit le plus simple possible. Limite, s'il n'a rien à faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans la vraie vie, on sait que c'est compliqué. Il y a plein de solutions qui existent, mais il faut que ce soit le plus simple possible. Et surtout, il ne veut pas qu'il y ait un problème de connexion. Il veut que ça marche, l'utilisateur. Sinon, il vous appelle, il n'est pas content, il est insupportable. Voilà. Et il faut aussi qu'il y ait une latence minime. Il faut que ça bourrine, il faut qu'il ait l'expérience de rapidité de l'application quand il est en nomadisme, comme quand il est au bureau. Après, donc, on a les contraintes métiers, contraintes business. Il faut que l'accès nomade il fonctionne depuis le monde entier, depuis n'importe quel accès à Internet. Alors donc du coup, des fois, il y a des problèmes avec les accès 4G, par exemple. On va avoir des problèmes avec des Wi-Fi publics d'hôtels, d'aéroports qui vont être filtrés. Il n'y a que les ports 80, 443 qui vont être autorisés. Et il faut aussi que l'accès du réseau nomade, comme si c'était sur site, même problématique. Contraintes de cybersécurité, donc là on en parle, donc du chiffrement évidemment, du MFA, authentification multifacteur, ça c'est mandatory, je vous en reparlerai, mais même si ce n'est pas le sujet du jour. L'absence de vulnérabilité,
Donc on verra qu'il y a des solutions qui sont plus sujettes que d'autres à des vulnérabilités. Il faut faire du filtrage par groupe d'utilisateurs pour pas qu'une fois qu'on soit connecté, tout le monde ait accès à tout. Et il faut faire aussi la vérification de conformité. Et on verra qu'il y a plusieurs aspects là-dessus. L'administration, donc ça c'est pour vous. Il faut que le déploiement ce soit le plus facile possible, que l'agent, ça soit quelque chose qui soit pas la plaie à déployer et à mettre à jour pour vous. Que le temps d'administration qui soit le plus réduit possible pour vous, parce que vous êtes au four au moulin, vous êtes tous overbookés, et vous ne voulez pas passer un temps fou à gérer toutes ces solutions. Et donc pour les mises à jour, que ce soit facile pour déployer toutes ces mises à jour. Après, on a les accès prestataires. C'est quoi les problématiques des accès prestataires? Déjà, on a une population et des équipements qui sont hétérogènes. Vos prestataires, ils viennent avec leurs propres équipements, vous ne les gérez pas. On a des populations qui sont user-friendly, et puis il y en a qui ils sont pas du tout, ils ont du mal rien qu'à à gérer les différents MFA de leurs différents comptes d'accès chez leurs différents clients. Ce qui fait qu'on a souvent besoin d'une MFA spécifique. Souvent, ça se finit avec l'envoi d'un OTP par SMS, parce qu'en fait, les prestataires, c'est très compliqué de faire autrement. Un filtrage exhaustif par utilisateur, parce que là, en fait, en général, le prestataire, il a besoin d'accéder en général à une seule machine. Et enfin, on veut la traçabilité des actions. Si jamais le prestataire il a cassé quelque chose, on veut pouvoir rejouer pour savoir qu'est-ce qui a été fait. Et dernier sujet, donc les vulnérabilités. Donc ça, je pense que vous en avez tous entendu parler. Vous êtes obligé d'avoir une veille sur les vulnérabilités et les mises à jour de tous vos équipements, et surtout sur vos équipements qui sont publiés sur Internet. C'est le plus important. Et la plus grosse problématique qui vient par après, c'est que c'est toutes les vulnérabilités 0 day. Vulnérabilité 0 day, c'est une vulnérabilité qui n'a pas encore été remontée ou pas encore été corrigée par l'éditeur. Et en fait, on dit qu'elle est dans les bulletins de sécurité, les éditeurs disent qu'elle est exploit into the wild. Donc elle est en cours d'exploitation, il faut vite faire la mise à jour. Alors, pour vous montrer que potentiellement toutes les solutions qui ont été touchées par ces vulnérabilités, je vais faire un focus sur les VPN SSL parce que c'est ce qui est le plus utilisé. Et malheureusement, comme on est au niveau 7 de la couche OSI, c'est là où il y a le plus de développement qui est fait par les différents éditeurs. Et malheureusement, c'est là où on va retrouver le plus de vulnérabilités. Donc on va faire un petit tour du panorama. On va se rendre compte que tout le monde a été touché. Donc il y a Fortinet qui en a eu deux sympas. Attention, tout ce que je vais mettre, ce n'est pas forcément des 0D, mais c'est des vulnérabilités qu'il faut les patcher assez vite. Il y a Palo Alto aussi qui a eu à 3400 il y a 2 ans, qui avait fait beaucoup de bruit. Ivanti, alors j'en parle pas, Ivanti, anciennement Pearl Secure, eux ils les ont pas mal collectionnés. J'en ai mis que 3, mais il y en a plus. Citrix, c'est pareil. Donc Citrix, potentiellement, il y a quelques-uns de vous qui en avaient. C'est un acteur historique. Moi, je les connais depuis que je travaille. Mais effectivement, avec le Netscaler, on a vu un nombre de vulnérabilités énormes. Cisco, c'est pareil. Ils en ont eu plein. WatchGuard, OpenVPN. Alors, ce n'était pas forcément des vulnérabilités ultra critiques. Mais du coup, qui c'est qui utilise OpenVPN en éditeur de pare-feu ? Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, Stormshield et Sophos, leur VPN de base, c'est de l'OpenVPN. Donc en fait, indirectement, ils sont impactés par les CVE d'OpenVPN. On a eu Checkpoint, on a eu F5. Je ne vous fais pas la liste complète, mais je pense que j'ai dû couvrir à peu près toute la liste, et normalement, vous avez tous un des équipements qui existait là. Donc là, on va faire la liste de toutes les solutions d'accès nomade. On va les détailler au niveau avec un schéma, et on va voir un peu les avantages et inconvénients. Donc, la plus célèbre, je pense que vous l'avez tous eu, ou vous l'avez tous encore, c'est le VPN SSL. Après, on a celui qui existait avant lui et qui existe toujours, et on y revient, c'est le VPN IPsec. Après, on a aussi le portail SSL. Donc, typiquement, on va retrouver le Citrix Netscaler. Tout ce qui est ZTNA, Zero Trust Network Access, le Bastion administration, le PAM,
Et enfin, le SASI. Donc là, c'est vraiment une présentation agnostique. On va décrire plus ou moins ce que font chaque éditeur. Après, il peut y avoir des spécificités entre chaque éditeur qui ont fait un mix entre le ZTNA et le Bastion, etc. Bon, voilà. Mais voilà, le principe, c'est que c'est agnostique pour que vous puissiez comparer les solutions de chaque éditeur. Donc, le VPN SSL basique, on a notre nomade. Il a un client VPN installé sur son ordinateur. Il va se connecter à la passerelle VPN SSL, qui souvent va être un pare-feu, qui va inclure cette brique. On va avoir un tunnel VPN chiffré en SSL TLS. Souvent, on va publier la passerelle sur le port 443 pour que ça puisse être accessible depuis tous les accès Internet. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais j'espère que vous l'avez tous activé, une authentification MFA. Sinon, il y a énormément de cyberattaques qui ont eu lieu ces 3-4 dernières années, qui ont été à cause d'absence de MFA. Parce que sans MFA, votre nomade, il s'est fait compromettre son mot de passe dans un simple lien de phishing. Si vous avez une synchro des mots de passe, après, il se connecte en VPN TCP tout droit. Après, vous allez pouvoir faire au niveau pare-feu, vous avez l'identifiant du user qui s'est connecté. Vous allez pouvoir faire un filtrage par groupe d'utilisateurs pour accès au SI. Et il va pouvoir bénéficier du web filtering sur Internet. Si vous n'avez pas activé le split tunneling, ce que je ne vous encourage pas à faire, parce que sinon, en fait, en évasion locale, votre nomade, il n'a plus de filtrage URL. Donc, le principal avantage du VPN SSL basique, c'est qu'il va passer de partout. C'est du SSL, c'est comme une session HTTPS. Si vous appuyez sur le port 443 HTTPS, ça va passer de partout. L'inconvénient, c'est qu'il faut déployer un client. Ce client, il faut le mettre à jour. On a très régulièrement des vulnérabilités, voire des vulnérabilités 0-day. Donc, c'est la petite liste à la Prévert que je vous ai fait juste avant. On a aussi un problème de performance. Vous ne l'avez peut-être pas forcément ressenti parce que vos nomades, en général, ils n'ont pas besoin d'avoir 1 gigabit. Mais typiquement, en fait, je vais prendre le cas de l'OpenVPN. L'OpenVPN, vous n'allez jamais pouvoir dépasser les 100 mégabits. Donc, pour certains nomades, genre des devs, ils vont vouloir pousser leur commit là, qui fait 1 ou 2 gigas. Et ben, en fait, on va avoir un petit problème de performance. Et pour la conformité, sur plein de solutions, elle va être inexistante. Et sur certaines solutions, elle va être juste à la connexion. C'est-à-dire que si le device n'est plus conforme une fois qu'il est connecté, il est toujours connecté. Ensuite, on a le VPN IPsec. Donc là, c'est à peu près le même schéma. On a notre passerelle VPN IPsec. Là, on a un tunnel VPN IPsec. On n'est plus sur du SSL. Donc port 500 pour la phase 1, port 4500 pour la phase 2. Authentification multifacteur aussi. Et pareil, filtrage par groupe et accès à Internet. On est à peu près sur la même architecture, sauf qu'on n'est plus CRM techno. Donc là, l'inconvénient principal, c'est que comme on est sur des ports IPsec, 400, 4500, sur un accès Internet 4G classique, ça va fonctionner. Sur une box, ça va fonctionner. Par contre, sur des connexions d'hôtels ou des Wi-Fi publics d'hôtels, d'aéroports, potentiellement, si les ports 80, 443 sont les seuls autorisés, on ne va pas pouvoir le monter. Donc l'avantage, déjà, c'est que comme on est sur un protocole qui existe depuis des dizaines d'années, les vulnérabilités sont très rares. J'ai vu quelques CVE en faisant ma veille sur WatchGuard, notamment, qui a vu quelques CVE sur le VPN IPsec. Mais globalement, on dort beaucoup mieux sur nos deux oreilles qu'on a un VPN IPsec, niveau vulnérabilité. Les performances, donc là, la plupart des pare-feux, si je prends l'exemple de Fortinet ou de Palo Alto, qui ont leur processeur spécifique, ASIC chez Fortinet et FPGA chez Palo Alto, ils ont des performances de malade au niveau IPsec. Donc là, vos nomades, ils peuvent monter à 1 gigabit sur la performance de leur box Internet sans aucun souci. Et enfin, c'est un des seuls accès nomades de la liste qui va être celui recommandé par l'ANSSI. Même si dans leur dernière guide des accès nomades, ils ont mis le TLS et SSL, ça reste l'accès privilégié. Donc l'inconvénient toujours, c'est qu'on va avoir nécessité d'avoir un client. Potentiellement, en fonction des implémentations, on va quand même pouvoir utiliser le client natif de Windows.
ou de Linux. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va avoir un problème de compatibilité avec certains accès Internet qui vont faire du filtrage. Et pareil, la conformité, en fonction des solutions, ça va être soit inexistant, soit juste à la connexion. Après, le portail SSL. Donc, typiquement, le portail Citrix, le portail SSL aussi que vous allez avoir sur vos FortiGate, etc. Donc là, on a un nomade ou un externe avec un navigateur. Point barre. Il se connecte sur le portail. Ça va faire une session HTTPS. On a toujours l'authentification MFA, bien sûr. Et on va pouvoir accéder aux 6 informations avec un filtrage vraiment par groupe. En général, on a un portail avec les différentes applications qui s'affichent. On se connecte et on accède directement à l'application à travers notre page web. Donc là, au niveau expérience utilisateur, on est au top. Il utilise son navigateur, qu'il utilise pour plein d'applications SaaS. Il se connecte, il fait clic-clic, il est dans la fenêtre. Il n'y a pas besoin de lancer le client VPN, etc. Comme on passe en HTTPS, il n'y a pas de problème de compatibilité. On n'a pas de client, ou alors on a juste un client léger qui s'installe plus ou moins automatiquement quand on se connecte. Donc là, niveau expérience utilisateur, on est au top. Le problème, c'est que le portail SSL, comme les VPN SSL, on a beaucoup de vulnérabilités 0-day. Citrix, on a eu plein. On va avoir aussi un problème de performance, mais bon, comme en général, là, on est plus sur un peu un écran déporté, on a moins cette problématique, mais on peut avoir des problèmes de performance. Et pareil pour la conformité, ça va juste être à la connexion, ou alors, on ne va pas en avoir du tout. Après, on a le ZTNA, le Zero Trust Network Access. Donc là, on a donc notre nomade, notre externe avec un client toujours, notre client VPN ZTNA. On se connecte à notre passerelle ZTNA et ça va monter. Alors, ça diffère un peu en fonction des solutions. Mais en général, ça va monter un tunnel TLS avec la passerelle. Pareil, toujours authentification multifacteur. Et là, on va avoir une conformité du poste en continu. On va vérifier que le poste, il est connecté à votre domaine, il a l'antivirus corporate actif et à jour, qu'il a ses mises à jour Windows, etc., etc. On va pouvoir le vérifier en continu. Et en fonction de cette conformité, il va pouvoir accéder ou pas à vos différentes applications. C'est-à-dire que si le poste n'est plus conforme parce qu'il y a une mise à jour qui manque ou l'antivirus a été arrêté, pouf, ça coupe l'accès. C'est le principe du Zero Trust. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a cette conformité en contrôle en continu. Et donc, on n'a pas d'accès en cas de non-conformité. On a besoin d'un certain client. Et du coup, ce qui a un avantage niveau sécurité, c'est aussi un inconvénient côté utilisateur. Parce que si il n'a pas fait ses mises à jour, s'il a bloqué, s'il a été longtemps hors ligne, il n'arrive plus à se connecter, bah, tout de suite, il ne va pas pouvoir se connecter, il va vous appeler, il va gueuler, il ne va pas être content. Donc c'est un avantage côté sécu, c'est un inconvénient côté support, côté administration. Et du coup, ça va nécessiter une administration supplémentaire parce que toutes vos règles de pare-feu, il va falloir mettre le tag, la bonne configuration pour que ça soit compliant avec votre ZTNA. Par contre, on est sur une sécurité qui est au top. Ensuite, on a le Bastion. Donc après, des éditeurs de Bastion, il y en a plein, on va pas les citer, mais ils ont un peu tous le même fonctionnement. On va avoir notre nomade et notre externe avec un client, ou pas. Ça peut être aussi un simple navigateur. Il va se connecter au Bastion. Donc ça va créer un tunnel. Donc soit ça va être un navigateur, donc ça va juste créer un tunnel TLS, enfin une session HTTPS, ou alors il va se connecter avec son client qu'il utilise habituellement. On va avoir d'authentification multifacteur. Et il va se connecter à votre système d'information. Et le principe, c'est que le Bastion, c'est un proxy. Si c'est du SSH, il va faire proxy SSH. Si c'est du bureau à distance, il va être proxy RDP. Et on va avoir une rupture protocolaire. En gros, c'est le client qui se connecte au Bastion. Et après, c'est le Bastion qui se connecte à la cible. On a vraiment la rupture protocolaire. Et surtout, on va avoir une traçabilité de toutes les actions menées. C'est-à-dire que s'il y a eu un problème, on va pouvoir voir quelle est la session qui était en ligne, une des sessions qui était en ligne au moment où il y a eu le problème, et on va pouvoir rejouer tout le film RDP, toute la session SSH qui a été faite, et voir qu'elle s'est été faite par le prestataire notamment, qui a tout cassé potentiellement. Donc là, le gros avantage, c'est la rupture protocolaire qui permet vraiment
sur l'aspect sécurité qui est au top. La traçabilité des actions. Par contre, l'inconvénient, si vous avez déjà fait des cotations d'un bastion ou si vous avez déjà un bastion, vous savez que c'est un certain coût. C'est pour ça qu'en général, vous allez le réserver pour vos prestataires et vos administrateurs, mais vous n'allez pas forcément l'utiliser pour vos utilisateurs, parce que ça va vous coûter très très cher. On va avoir du licensing à la cible, à l'utilisateur, à la session simultanée, et en général, c'est assez cher. De ma connaissance, il n'y en a pas ou très peu qui font de la conformité, mais c'est compensé par le fait qu'on a une rupture protocolaire, d'où l'avantage d'utiliser cette solution pour les prestataires. Et par contre, ça va vous demander beaucoup d'administration en plus, parce que là, vous avez vraiment votre bastion avec, en gros, vos groupes d'utilisateurs, vos groupes de devices, et vous allez dire, tel groupe d'utilisateurs a accès à tel groupe de devices en RDP. Il y en a un autre groupe, il aura accès en RDP et il aura le copier-coller, etc. Vous avez une matrice de droit à faire en plus de celle de votre matrice de votre pare-feu. Donc, ça vous demande d'administration supplémentaire. Et pour finir, on va parler du SASI. Donc là, je vais être très agnostique parce qu'il y a plein d'offres de SASI sur le marché. Elles sont très diverses et variées. Mais sur le principe, on a un nomade externe avec un client SASI. Il va se connecter au SASI. Donc le SASI, c'est vraiment une plateforme SaaS, une plateforme cloud, où tout va être unifié. Le filtrage, on va faire la conformité de poste, on va faire du ZTNA, Zero Trust Network Access. Et on va pouvoir, donc ça va monter le tunnel, on va avoir de l'authentification MFA, et on va pouvoir accéder à plein de choses. Donc on va pouvoir accéder à une partie du SI qui est hébergée chez vous, qui est en data center, en IaaS. On va pouvoir accéder bien sûr à Internet. On va pouvoir accéder à des applications SaaS. Et on va pouvoir accéder au public cloud. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire dans votre plateforme SASI. On est en SaaS, la solution est en SaaS, votre admin elle est en SaaS. Donc là, les gros avantages, c'est que tout va être unifié. Le ZTNA, la conformité, le filtrage, ça va être tout unifié dans la console SASI. On va avoir de la performance parce que du coup, vous vous connectez à ce qu'on appelle des POP SASI de l'éditeur qui vous avez pris, qui vont permettre à l'utilisateur de se connecter au plus près et du coup de pouvoir après accéder au reste. Donc par exemple, typiquement, si vous avez des utilisateurs dans le monde entier, notamment en Asie Sud-Est, vous savez que c'est une très mauvaise latence quand vous vous connectez en Europe. Là, typiquement, votre utilisateur en Asie du Sud-Est, il va se connecter au POP à Hong Kong ou à Singapour, et puis après, ça va passer dans le SASI, et puis il va pouvoir accéder à l'application au plus proche. Quand vous avez vraiment des nomades dans le monde entier, le SASI, ça peut être une bonne solution. L'administration centralisée, on en a parlé. Vous avez beaucoup plus ou beaucoup moins d'infrastructures à maintenir, parce qu'en fait, vous avez votre pare-feu que vous utilisiez avant pour le VPN. En fait, vous allez pouvoir le downsize juste pour faire du filtrage interne sur le site concerné. Et en fait, tout va être filtré dans le SASI. Par contre, forcément, ça a des inconvénients. On a un coût certain qui est supplémentaire, forcément, parce que les investissements que vous avez déportés sur l'on-prem, vous les avez déportés sur le SASI. Donc, on va passer sur de l'OPEX. Et vous allez avoir un coût utilisateur qui va être dépendant de l'éditeur. Et il faut aussi se méfier parce que potentiellement, ça va être en fonction des solutions SaaS et des contextes. Potentiellement, là, vous savez que le marché de la RAM et des composants monte. Potentiellement, ça va faire monter aussi mécaniquement potentiellement les licences SASI. Et vous êtes dépendant à un service cloud. Donc pour finir, je vais vous mettre mon petit tableau. Alors attention, je l'ai fait, c'est ma vision en restant agnostique. Ça dépend des solutions, etc. Mais sur le principe, on a à peu près ça. Donc là, j'ai repris les 6 types de solutions dans les colonnes. Et donc j'ai repris les différents critères. Donc, toutes les solutions, bien sûr, elles sont chiffrées. On peut faire du MFA, on peut faire du filtrage authentifié. Au niveau de l'expérience utilisateur, en gros, ça dépend si on est sur quelque chose qui est user-friendly, où on peut enregistrer le mot de passe, qui est assez transparent pour l'utilisateur, ou des solutions un peu plus complexes. Sur le ZTNA, j'ai mis moitié orange, moitié vert, parce qu'en fonction des solutions, il y a des solutions qui sont très user-friendly, il y en a d'autres qui sont qui le sont un peu moins.
Après, au niveau des vulnérabilités, donc j'ai mis rouge pour le VPN SSL et le portail SSL, parce que moi qui fais de la veille pour mes clients et avec mes clients, ce qu'on a vu, c'est que c'est ces deux solutions qui ont le plus de vulnérabilités, et c'est normal par rapport au fait qu'on est sur de la couche 7, couche applicative, SSL, chaque éditeur a fait sa solution, et on est sur un IA vuln. Sur Ztena, Bastion, SASI, je n'ai pas coloré pour les vulnérabilités. Pourquoi ? Parce que c'est des solutions qui sont encore relativement jeunes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font les hackers ? Ils vont aller au plus simple. Et il y a encore plein d'acteurs, de clients qui utilisent du VPN SSL. Donc ils vont se concentrer là-dessus parce que c'est le plus facile pour eux de trouver des vulnérabilités. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vulnérabilité sur le Ztena, sur les Bastions, sur le SASI. Il y en a eu quelques-unes. Ce n'est pas énorme. On a pas assez de recul. Et si j'ai pas coloré, c'est que j'ai pas envie de mettre vert ou orange pour dire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, en fait, on va avoir plein de vulnérabilités. Ce que je peux juste vous dire, c'est que sur l'IPsec, vous êtes tranquille et c'est, comme je vous rappelle, la seule solution qui est recommandée par l'ANSSI. Après, donc, il y a la conformité des clients. En fonction des solutions, on peut plus ou moins en faire. L'administration. Les accès partenaires, c'est vraiment à proscrire pour tout ce qui est VPN. Et il faut vraiment passer sur un bastion ou sur un portail. Et après, il y a une notion de coût aussi. Il y a des solutions où on va avoir pas mal d'OPEX, et puis d'autres où on en aura moins. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas une solution magique qui va répondre à tous les besoins. C'est comme l'authentification à multifacteur. Je pense que vous êtes tous cassés les dents dessus. Il n'y a pas une authentification multifacteur qui va convenir à tous vos utilisateurs, les utilisateurs clés, les utilisateurs basiques, ceux qui ont des comptes génériques, vos prestataires, etc. En général, ce que je vois, c'est que vous avez au moins 2 solutions de MFA. Et ben, le VPN, ça va être un peu pareil. En général, vous allez avoir une solution de VPN pour vos télétravailleurs en interne et éventuellement vos nomades. Et en général, vous allez avoir une autre solution pour vos externes, pour vos prestataires. Donc en fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut choisir là où les solutions qui conviennent à votre besoin. Quand vous allez avoir un éditeur qui va vous dire « Prenez ma solution d'accès nomade, c'est la solution magique qui répond à tous les besoins », non, pas forcément en fait. Il y a vraiment en fonction de vos contextes, de vos besoins, et Dieu sait que vous en avez des divers et variés, parce que je l'ai vu au cours de toute ma carrière professionnelle. Vous avez chacun vos contrats de métier, chacun vos contextes, vos contraintes business, votre top management, votre population d'utilisateurs plus ou moins docile, votre population de VIP plus ou moins docile, vos contraintes de sécurité que vous imposent vos clients, votre maison mère, etc. Vous avez tous vos contextes différents. Vous avez du on-prem, vous avez du public cloud, vous avez du IaaS. Donc en fait, il faut prendre votre besoin, votre contexte et voir quelles sont là où les meilleures solutions pour vous. Et juste pour finir, pour les petits rappels de santé, mandatory, c'est authentification forte, authentification multifacteur. Votre accès distant, obligatoire. S'il y en a dans la salle qui n'ont pas encore d'authentification forte sur leur VPN, ils viennent me voir à la fin, on en discute. Si votre accès nomade, c'est que sur la France, ou alors que vos nomades, ils se connectent qu'en France et peut-être en Belgique, ou alors au Maroc, voilà. Vos nomades, ils se déplacent que sur certains pays. Si, en VPN, vous ne publiez pas sur le monde entier. Normalement, toutes les solutions, vous pouvez faire en sorte que si vos nomades sont que en France, vous publiez votre VPN que sur la France. Ce qui fait que tous les attaquants qui scannent depuis des IP étrangères, ils ne verront pas votre VPN. Vous passez sous les radars, c'est très important. Si vous avez des listes IP malveillantes incluses dans vos boîtiers, vous bloquez les IP malveillantes en amont pour éviter pareil qu'elles voient votre VPN. Et si vous ne me connaissez pas pour ça, il y a le petit lien en bas, il y a mon GitHub où j'entretiens une liste d'IP malveillantes de plus de 500 000 IP qui font du scan, qui font du brute force pour pouvoir les bloquer dans vos pare-feux. C'est tout expliqué sur le GitHub comment les bloquer. Du filtrage authentifié. Il ne faut pas qu'une fois connecté, tout le monde accède à tout, etc. Le contrôle de conformité de poste est très important. Faire de la veille, des vulnérabilités, des mises à jour, surtout quand vous êtes en VPN. Voilà, j'en ai fini. Pile 49. Oui. Rappel pour télécharger la présentation, mon GitHub, mon LinkedIn. Et si vous voulez me voir après la présentation, ça sera avec plaisir. Je suis là pour le partage et pour vous aider. Merci et bravo Romain Marcoux pour cette présentation.
Exactement, pile dans le timing. Est-ce que vous avez un espace où on peut échanger avec vous sur le salon? Alors, je n'ai pas d'espace, mais on va se retrouver à la sortie. Vous me retrouvez à la sortie. On se retrouve à la sortie alors, ok. Ça marche. Merci à vous en tout cas, merci pour cette présentation. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, dans 5 minutes, vous voyez, ça enchaîne hein, donc avec ces conférences. On a rendez-vous donc avec notre sponsor d'ailleurs, un sponsor de cet espace Tech Lab, AWS Security, avec le vice-président d'ailleurs et ingénieur émérite, donc Paul Vixi. Voilà, ce sera dans quelques instants. À tire-d'aile, le voilà enfin qui arrive. On en parlait bien depuis 2 ans ici ou là, mais seulement à titre d'essai. Cette fois-ci, l'expérience va être menée grandeur nature dans tout le département d'Ille-et-Vilaine. Le Minitel, celui que vous aurez chez vous, du moins dans un premier temps, se présente sous cette forme cubique, très sobre, de 25 cm sur 35 environ.